la température. Alors, avant de partir sur des termes plus concrets ou des explications plus concrètes, nous devons expliquer certaines données théoriques, pour bien comprendre la suite. Alors, commençons tout d'abord par expliquer l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? C'est la propriété d'un système pouvant être modifié par une force et ou par un travail fourni. Pour expliquer plus concrètement, plus je mets de force dans mon mouvement, plus je vais créer de l'énergie et donc de chaleur. D'accord? Plus mon travail fourni est important, plus je vais créer de l'énergie et donc de chaleur. Par rapport à ça, je pars sur la loi de la thermodynamique. Alors, qu'est-ce que la loi de la thermodynamique? C'est une phrase qui est bien connue. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est la loi de la thermodynamique. Plus concrètement, si je dois l'expliquer, si le bilan de mon effort est égal à 0, l'énergie est conservée. Si le bilan de mon effort est supérieur à 0, ce qui entre est donc supérieur à ce qui sort. On augmente l'énergie, on augmente la chaleur. Plus je fais d'efforts, plus j'augmente la chaleur, c'est normal. Si le bilan de l'effort est inférieur à 0, ce qui entre est inférieur à ce qui sort, et donc on diminue l'énergie, on diminue la chaleur. Si je reste à l'arrêt, évidemment, ma température corporelle va diminuer. Terme suivant, qu'est-ce qu'un corps homéotherme? Un corps homéotherme, c'est un corps comme nous les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, qui doit rester à température constante. Donc, c'est-à-dire que nous, notre température, elle tourne autour de 37 degrés. Si on est plus haut ou plus bas, c'est qu'on est malade, donc il y a en tout cas un dysfonctionnement. Et donc voilà, maintenant vous allez me dire, oui, mais moi, ma peau tout de suite, elle n'est pas à 37 degrés. J'y reviendrai après, mais en fait, on parle de la température interne dans les cavités. Et donc venons-en maintenant justement, la température interne. Donc la température du noyau, c'est la température qui est dans toutes les cavités, dans tous nos organes, et ainsi de suite, qui doit toujours être aux alentours de 37 degrés. Sur une journée, elle peut varier de 1 degré maximum, mais voilà, pas plus. Et donc, à ne pas confondre avec la température corporelle qui est la température cutanée sur la peau. Et donc en fait la peau va être un filtre entre l'air ambiant et la température du noyau et va permettre justement la peau et d'autres choses, donc les graisses et ainsi de suite, va permettre justement que la température du noyau reste toujours plus ou moins à 37 degrés. Il est évident que la température de ma peau va varier elle beaucoup plus. Trois processus ou plusieurs processus en tout cas, qui vont permettre de gagner en température. Tout d'abord, la chair de poule. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça nous aide énormément à garder en température, mais avant, par la préhistoire ou autre, l'être humain était plus poilu, d'accord? Et donc la chair de poule faisait en sorte que la température augmentait avec la chair de poule. Même chose pour le tremblement. Le tremblement permet encore, mais c'est un peu moins efficace, on dira, d'augmenter la température. L'activité musculaire, évidemment, va augmenter la température, et le fait de se couvrir. Au niveau des systèmes corporels, nous avons la vasoconstriction. La vasoconstriction va permettre de refermer les vaisseaux pour concentrer le sang dans certaines zones, pour garder la chaleur dans ces certaines zones. Alors, je m'explique. Imaginez, il fait froid dehors, vous avez plus vite froid aux extrémités, donc aux doigts, aux orteils, et ainsi de suite, plutôt qu'aux lieux centraux, c'est-à-dire, par exemple, les organes, et ainsi de suite. C'est un réflexe du corps. En fait, le corps se dit, il fait froid. Je ne peux pas vivre sans mes organes principaux, qui sont donc le cœur, les poumons, les intestins, et ainsi de suite, donc tous les organes que l'on retrouve ici. Mais je peux vivre sans mes doigts. Autant avoir tout, on se comprend. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que le corps va contracter les vaisseaux pour garder le sang dans les zones essentielles, en délaissant les zones extérieures, externes en tout cas. D'accord? Donc ce système, c'est un système de survie qui permet de garder une certaine température. Dans le même ordre d'idée, plusieurs processus qui permettent de diminuer la température. Tout d'abord, la transpiration, le plus connu. Quand il fait chaud, on transpire, ça permet de diminuer la température. Ensuite, la radiation. Si nous sommes proches d'un objet froid, notre corps va perdre en chaleur. Donc c'est-à-dire sans toucher, rien qu'être proche, notre corps va perdre en chaleur. La conduction, c'est le même que la radiation, parce que là, vous touchez. C'est évident, vous touchez un objet froid, votre corps va perdre en chaleur. La convection, c'est la perte de chaleur suite au contact avec les mouvements de l'air ou de l'eau.
Plusieurs facteurs qui peuvent agir sur la température. L'épaisseur des tissus adipeux. En effet, quelqu'un a plus de graisse, il va mieux lutter contre le froid. La surface corporelle, plus on a de surface corporelle, plus on aura de difficultés à lutter contre le froid, puisque ça demande plus de perte calorifique, d'accord. Donc vous allez me dire, voilà, si quelqu'un est gros, il perd plus vite de température, oui, mais il a plus de tissu adipeux, donc c'est un équilibre à avoir entre ça, d'accord. Quelqu'un de plus grand, lui, va être plus de grand mince, par exemple, donc va avoir plus de surface corporelle, donc plus de perte de chaleur, et vu qu'il est mince, il a moins de tissu adipeux, donc c'est perdant. Le sexe, la femme étant, elle a plus de graisse, mais elle a plus de surface, parce qu'elle a un bassin plus grand, et ainsi de suite, elle a tendance à être plus frileuse que l'homme. L'acclimatation au froid, si l'on vit dans un pays froid, le corps est habitué, même chose pour un pays chaud, c'est le même principe, et donc il s'adapte plus facilement. Les zones du corps, certaines zones du corps sont plus sensibles au froid, on parle de la tête, du cou, de la nuque, des épaules, d'accord. Ce sont des zones où il y a moins de graisse, d'accord, et en plus des zones qui sont plus exposées au froid, le visage est moins souvent couvert, et donc en effet, il sera plus sensible au froid. Comment traiter une gélure? Une gélure, donc, imaginez, vous êtes brûlé par le froid, il est fortement déconseillé, j'ai répété jusqu'à interdit, mais je ne vous le conseille pas, de directement mettre, et comme si c'est vos mains, de mettre vos mains dans l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'on va créer un système de chaud-froid qui pourrait amener des séquelles irréversibles. Dans ce même principe de traitement de gélure, on va parler de l'hydrocution. Donc l'hydrocution, c'est la même chose, mais en sens inverse, c'est-à-dire que là, on va avoir trop chaud. L'exemple concret, la personne qui est couchée à la plage, il y a une forte chaleur, il s'endort, il est posé. Comme il a très chaud, contraire de quand on a très froid, les vaisseaux se contractent. Ici, quand on a très chaud, les vaisseaux vont se réouvrir, vont se dilater. Et donc les vaisseaux sont extrêmement dilatés. Et donc vous vous réveillez, vous avez très chaud, et vous dites, allez, je vais vite aller piquer une tête à la mer pour me refroidir, et vous y allez direct, vous foncez, vous sautez dans l'eau direct. Tous vos vaisseaux sont complètement ouverts, et d'un coup, avec le froid, ils vont complètement se refermer. Ça va créer un choc au niveau du corps, au niveau cérébral, et donc ça peut amener la syncope, c'est ce qu'on appelle l'hydrocution. Important donc, lorsque l'on passe du chaud au froid, de toujours faire ça progressivement. À ne pas confondre avec l'hypothermie. On confond souvent le terme hypothermie et hydrocution. Hypothermie, c'est lorsque la température descend en dessous de 35 degrés. Que faire face à l'hypothermie? Si on est face à quelqu'un qui est en hypothermie, retirer la personne de la zone de froid, évidemment, changer les vêtements humides s'il y en a, appeler le 112, évidemment, et selon l'état de la personne, si elle est inconsciente qu'elle respire, PLS, si elle est inconsciente qu'elle ne respire pas, aller jusqu'à la réanimation et évidemment couvrir la personne. Imaginons maintenant vous êtes noyé au milieu de nulle part, aucune berge n'est disponible proche, d'accord. Il y a peu de chances que ça arrive, mais imaginons que ça arrive, vous serez content d'avoir l'info. Quelles sont les positions pratiques? Premièrement, si vous avez pied, marchez dans l'eau, comme ça vous restez en mouvement et vous vous déplacez doucement vers, espérons, un endroit à l'abri, en tout cas un endroit hors de l'eau. La position du noyer flottant, c'est-à-dire qu'on se laisse juste noyer comme ceci, et bien sûr on sort la tête des fois pour respirer. Debout, immobile, mais alors il faut un gilet, donc debout, immobile, on se laisse aller, d'accord. La position help, d'accord, donc avec le gilet, mais là on se met en boule, pour essayer de maintenir la chaleur. Contrairement à la position debout, là on va quand même dépenser de l'énergie en faisant le mouvement, mais par contre on aura plus de chaleur parce que tout est beaucoup plus concentré. Et enfin la position dite du huddle, où on est plusieurs, on grappe, on va transférer la chaleur de l'un à l'autre, d'accord, avec un gilet là aussi, et on va rester dans cette position avant l'arrivée des secours. Il est fortement déconseillé de nager par exemple le crawl le plus longtemps possible pour se réchauffer, puisque là vous allez avoir une grosse dépense énergétique et donc à un moment donné ça va caler.